Colmar, 29 juin 2015, cour d'assises du Haut-Rhin. Dans quelques minutes débute le procès d'une énigme criminelle, le procès d'un meurtre atroce, celui d'une jeune femme de 20 ans, Christine Mathieu. Celui qui est accusé d'avoir tué, c'est cet homme, Younis Mérizak. Depuis 4 ans, il est derrière les barreaux, mais cet ancien conducteur de car de 37 ans clame son innocence. Aujourd'hui, c'est son ultime chance. L'accusé comparaît en appel. Les jurés vont devoir trancher entre condamnation ou acquittement. Sur le banc des parties civiles, la mère et la sœur de Christine, la victime. Pour ces deux femmes, c'est une nouvelle épreuve, bien sûr, car face à elles se trouvent tous les éléments du dossier criminel, c'est-à-dire les scellés. Le plus dur du procès, c'est de voir le bac avec ses affaires à l'intérieur. On s'imagine bien qu'il y a les chaussures, on s'imagine le manteau. Ça, c'est dur, moi, je trouve. Lors de son premier procès, Younis Mérizak a été condamné à 18 ans de prison. Mais est-ce lui le véritable coupable? Du côté de la famille de la victime, bien sûr, on s'interroge car lors de l'enquête, il y avait 2 suspects. Nous, on est arrivés, on n'avait pas d'opinion. Donc on essaye de comprendre, de se dire, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon? De se faire une opinion. Pour les proches de l'accusé, la question est tranchée. Cela ne peut pas être lui. La mère et la sœur de Younis Mérizak sont donc venues l'épauler avant le début de l'audience. Comme elles sont témoins lors de ce second procès, les 2 femmes doivent quitter les lieux avant de déposer à la barre. Exceptionnellement, les proches ont obtenu le droit de s'approcher du box le temps d'une courte étreinte et de quelques mots de soutien. Puis, elles sont invitées par l'escorte policière à s'éloigner. Elle m'a pris dans ses bras et puis je lui ai dit ça va aller. Il m'a dit maman, j'ai pas le droit de te parler. Et tout de suite le surveillant il nous a dit vous partez, vous partez. Pour cette mère de famille qui se chargeait seule de l'éducation des enfants, son fils ne peut pas avoir tué une jeune femme. J'ai toujours été seule, je les ai élevés toutes seules. Je les ai élevés toutes seules. C'est lui qui m'a aidée, il a toujours été là et là. C'est vrai. De petit, il a toujours été à côté de moi et là, on dirait qu'on a coupé à un bout de chacun. C'est un cauchemar, hein, depuis 4 ans. Depuis 4 ans. On espère que justice soit faite, et pour nous, et pour la victime. Mais alors, qui a tué Christine Mathieu? Est-ce vraiment l'accusé qui se retrouve à présent dans ce box? Ou bien est-ce un autre? C'est ici, à Luxeuil-les-Bains, petite ville de Franche-Comté de 7000 habitants, que tout a débuté, ici même où vivait Christine Mathieu. C'était une jeune femme timide, selon l'avocate de sa famille. C'est une jeune fille qui manifestement était très sérieuse, très appréciée, et assez réservée, mais qui avait envie de croquer la vie à pleines dents, manifestement. Une jeune femme pudique mais déterminée. À 20 ans, elle décroche un poste de réceptionniste d'hôtel. C'est vrai qu'elle a réussi à faire sa petite vie, hein. Christine était très, très posée. Elle savait exactement ce qu'elle voulait, comme elle voulait le faire. Elle était mature pour son âge. Mature et déterminée. Christine Mathieu vit en couple depuis 4 ans avec David. Lorsque David parle de Christine, c'est une jeune fille sur laquelle il a craqué. C'est vraiment la femme de sa vie. Donc une femme avec qui il voulait vraiment vivre le grand amour, mais ou vivre tout simplement aussi l'amour de tous les jours.
Un jeune couple plein d'avenir, donc ensemble, ils achètent à crédit cette bâtisse à une dizaine de kilomètres de Luxeuil. Un bonheur tout simple. C'est le souvenir que Christine laisse à la maman de son petit ami. C'était la joie de vivre, quoi. On ne peut pas oublier ce qu'on a vécu avec Christine, quoi. Elle avait sa personnalité, mais c'était quelqu'un de bien. Et les deux femmes deviennent très complices, à tel point qu'en décembre 2008, Christine n'hésite pas à lui dévoiler des rêves très personnels. Alors elle dit, tu promets, tu dis rien à David, que je te l'ai dit, hein, tu fais mine de rien. Je dis d'accord. Alors elle me fait comme ça, j'ai un retard de 3 semaines. Donc elle se voyait déjà enceinte, elle est déjà toute contente. Mais cet espoir de maternité ne se concrétise pas. C'est pendant qu'elle rêvait de devenir mère que la jeune femme a croisé la route du tueur. Au moment du crime, Christine Mathieu travaille de nuit dans cet hôtel, comme réceptionniste. Chaque matin, les choses se passent de la manière suivante. En fin de service, Christine appelle David et le petit ami vient la chercher à scooter. S'il y a un souci, le couple se retrouve chez la mère de David, ici, dans le centre-ville de Luxeuil. Comme d'habitude, le dimanche 8 février 2009 à 6h30, la réceptionniste envoie un texto à son compagnon quand elle a terminé. Elle le prévient en disant « j'ai quitté le travail », donc il reçoit un message, donc un SMS, ce qui permet donc à David de pouvoir aller rechercher son ami. Ce SMS est émis à 6h34, mais David ne le reçoit pas, ce message. Il dort encore, panne de réveil. Christine s'impatiente et lui dit qu'elle va chercher les croissants. À 7h, elle envoie à David un SMS d'une toute autre teneur. Elle va envoyer un SMS en disant qu'en définitive, elle n'a pas fini son travail et elle demande à son petit ami de venir la chercher 1 heure plus tard. Quand David se réveille, dira-t-il plus tard aux gendarmes, il trouve ce dernier message très étrange. Du coup, il panique et il part sur son scooter pour tenter de retrouver Christine dans la ville de Luxeuil, car désormais elle est injoignable. Le couple a pour habitude de se retrouver chez la mère de David, tout près de l'hôtel, mais ce matin-là, rien. Si elle aurait été là devant, elle serait montée. Elle aurait sonné, elle serait montée. Et en fait, que ce soit à l'hôtel Mercure ou que ce soit au lieu dit de rendez-vous, il n'y a personne. D'où la question, bien sûr, où peut être la jeune femme ? David va affirmer plus tard avoir cherché sa compagne dans tout Luxeuil. À 8h05, il reçoit un nouveau SMS. « Je suis rentré, l'un de mes collègues m'a ramené ». David revient donc à la maison avec encore un texto singulier. Et puis après, elle dit « non, mais je suis déjà à la maison ». Or, David sait qu'elle n'est pas à la maison, puisque il n'y a personne. À 8h25, enfin, un appel de Christine. Elle dit être rentrée, ce qui est faux. Ça va durer 17 secondes, 17 petites secondes. Et la conversation va se terminer par « attends, je vais ». Et là, c'est coupé. Encore une fois, c'est une énigme. La jeune femme n'est pas là où elle prétend être. David rappelle et tombe sur la messagerie. Ça répondra jamais, ça décrochera. Le téléphone, il est muet, définitivement muet de Christine. Pour David, c'est très étrange, car l'intonation de voix de sa compagne a changé. Il a le sentiment qu'elle est droguée. Il a le sentiment qu'elle est complètement bouleversée, elle ne sait pas où elle en est. Mais est-ce que dans sa voix, ce n'était pas la voix d'une personne terrorisée? Est-ce que dans sa voix, ce n'était pas la personne qui savait que sa dernière heure était arrivée? Ce qui est sûr, c'est que David, lui, prend très au sérieux et les messages et la voix. Persuadé que sa compagne a été enlevée, ce qu'il dira d'ailleurs aux enquêteurs, David décide d'alerter la gendarmerie.
les gendarmes disent, écoutez, c'est assez fréquent ce genre de situation, elle a très bien pu partir avec quelqu'un. On est en train de me dire que, voilà, elle va revenir. Bah oui qu'il espère qu'elle va revenir. Mais il voudrait bien qu'on commence à voir, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Les messages, l'appel qu'il a eu. Puis rien ne se fait, on lui dit, mais non, vous reviendrez plus tard. David se rapproche alors de la famille de Christine afin de savoir s'ils ont des informations ou des explications sur la subite absence de la jeune réceptionniste. Nous, on a pensé qu'il arrivait quelque chose parce que Christine n'aurait pas parti sans revenir chez ma mère et au moins lui téléphoner. Et le premier jour se passe dans une immense inquiétude. On s'est dit, elle est peut-être séquestrée, elle est peut-être... mais en aucune manière qu'elle est partie qu'avec quelqu'un de son plein gré. David, lui, imagine le pire. On va retrouver Christine morte dans les bois. Et puis à cette attente, il va venir s'ajouter, là cette fois-ci, l'horreur dans toute sa splendeur. Vendredi 13 février 2009. Nous sommes 5 jours exactement après la disparition de Christine. Un bûcheron se rend en voiture sur sa parcelle de bois pour vérifier que la tempête ne l'a pas endommagée. Cette parcelle se situe en pleine forêt, près d'une chapelle, au lieu dit Les Bons Revenants. C'est à une dizaine de kilomètres de Luxeuil, et ce témoin veut absolument conserver l'anonymat. Je suis garé exactement comme je suis là aujourd'hui. Je descends, je vois donc un manteau dans cette ornière-là. L'homme se rapproche du manteau qu'il voit dans l'ornière creusée par un tracteur. Et là... Oh, mais il y avait les jambes et les bras qui en sortaient du manteau. Tout de suite, il identifie un corps de femme. Et donc elle était à plat ventre dans l'ornière, à plat ventre, la tête enfoncée dans la terre. Pieds nus et les mains nues. Je vous garantis que ça fait bizarre. Hein. On est complètement effondrés. Toute la famille a été effondrée à l'annonce. On retrouve dans sa gorge, à tracher, de la terre. Et on vous dit que la mort est arrivée pourquoi ? Parce que quelqu'un lui a fait une pression sur la tête pour la maintenir dans une ornière debout. Vous imaginez, et la phase d'agonie a duré au plus 7 minutes. Le crime épouvante littéralement la région. Sans signature criminelle, l'affaire est forcément complexe, car Christine Mathieu affichait une vie lisse. C'est un casse-tête, a priori, pour les enquêteurs. Ils démarrent un peu tout azimut. Hein. Ils vont entendre tous les gens qui étaient dans le coin, qui étaient présents ce matin-là. Ils essayent de récupérer les bandes, les films de toutes les caméras qu'il peut y avoir en ville pour essayer d'interroger tous les gens qui ont pu la voir et qui pourraient apporter des renseignements. C'est un travail titanesque. On vérifie la moindre information. Comme l'envisagent certains, la jeune réceptionniste aurait pu peut-être avoir été le témoin d'un trafic de drogue ou d'un réseau de prostitution. Aurait-elle vu ou aurait-elle su quelque chose qu'elle ne devait pas voir ou ne devait pas savoir ? Mais cette piste n'apporte rien. En revanche, les gendarmes apprennent qu'un mystérieux client de l'hôtel s'est montré agressif à l'égard de la victime. De plus, il était présent dans l'établissement lorsque Christine travaillait de nuit. La réceptionniste avait alors alerté sa hiérarchie. Est-ce lui le tueur ? Elle en avait parlé au directeur de l'hôtel, à un certain nombre de collègues. Donc lui, bien évidemment, on va rechercher également s'il peut être l'auteur. Très vite, on se rend compte que la piste est écartée le concernant, puisqu'on le retrouve dans la chambre à 11h du matin. Donc manifestement, ça n'a pas pu être lui. Entre-temps, le corps a été rendu à la famille pour l'inhumation.
Et comme les gendarmes n'ont ciblé aucun suspect, ils surveillent secrètement les obsèques et ils vont être surpris par l'indifférence du petit ami. Il n'a pas du tout participé à l'enterrement. Il refuse de rentrer dans une église, donc il est resté dehors. Et autrement, c'est moi et ma maman qui sont occupés de tout ce qui est de l'enterrement. Il a essayé pourtant de rentrer à l'église, mais il ne pouvait pas. Mais celui qui en souffre le plus, c'est bien David. Il n'a jamais refait sa vie, on n'a jamais eu des éclats de rire comme avant. Je vous dis, quelque part, il est mort. Quelque part, il y a quelque chose qui a disparu avec Christine. David prend ses distances, même lorsque des proches de la victime lui demandent des services pour les obsèques. Quand on nous l'a rendue, elle était nue, donc il a fallu que j'aille acheter des habits. Et acheter des habits pour enterrer votre sœur, je vous garantis que c'est très dur. Pensez à prendre le petit foulard pour pas qu'on voie les cicatrices, c'est très dur. C'est très très dur. Une fois de plus, la sœur de Christine ne peut pas compter sur le soutien de David. Il ne daignait pas me rapporter des habits, tout simplement. Il m'a dit qu'elle n'avait rien de préféré que pour l'enterrer. C'est trop facile de laisser le reste aux autres. Le mauvais, on le laisse aux autres, on prend que le bon. Non. Les enquêteurs s'interrogent également sur l'attitude de David après la disparition. Au tout départ de l'enquête, les gendarmes vont forcément s'étonner du fait que le petit ami signale la disparition de sa compagne très rapidement, alors qu'elle est majeure et qu'elle a très bien pu partir quelques instants. Et voilà, tout le monde s'étonne de son affolement général. Donc il va être effectivement le premier suspect. De fait, après la disparition, David a livré un scénario criant de vérité. Un peu trop peut-être. Il a dit « je suis sûre qu'elle a été violée et emmenée dans un bois, tuée ». Or, au moment de cette déclaration, personne ne peut savoir avec certitude qu'on va retrouver la victime étouffée au fond d'un bois. Plus problématique encore pour David, ses recherches à scooter dans les rues de la ville de Luxeuil. Les gendarmes découvrent que la version du petit ami est sujette à caution. On sait tous le bruit que fait un scooter. Sa mère ne l'a pas entendu, ce scooter. Alors que d'habitude, elle l'entend. Elle ne l'a pas entendu. Et on sait aussi qu'il aurait roulé dans les rues de Luxeuil pendant 1 heure. C'est petit Luxeuil, hein, tourné en rond, tourné en rond, tourné en rond. Et personne n'a vu de scooter ou entendu de scooter ce matin-là tourner en rond et faire du bruit. Autre énigme. Pourquoi David, si inquiet, n'a-t-il pas filé directement à l'hôtel où travaille sa compagne? Ou bien chez sa mère, à quelques centaines de mètres de là? Non, il ne va pas voir sa mère, qui habite pourtant, devant qui il serait passé 15 fois hein, s'il fait ce qu'il a dit. Non, il ne va pas voir à son travail. Non. En fait, il va voir les gendarmes à 10h46 en leur disant « on a tué ma femme ». Je suis extrêmement surpris de son comportement. Plus que surpris par son comportement, je suis interpellé par son comportement. Alors, qu'a bien pu faire David ce matin-là? Et pourquoi a-t-il eu une peur panique? Plus troublant encore, le couple qu'il formait avec la réceptionniste. Le bonheur, soi-disant. Les enquêteurs, eux, se rendent compte que pour Christine au moins, ce n'est plus vraiment la passion. Elle nous en parlait qu'il ne bougeait pas beaucoup et que ça la gênait, que s'il ne changeait pas de comportement, elle partirait. Mais elle lui laissait toujours un peu de marge. C'est une jeune femme de 20 ans qui, contrairement à ce qu'a pu dire son petit ami, n'était pas complètement épanouie dans sa vie de couple, qui aimait sans doute son compagnon, mais qui trouvait qu'elle s'était engagée un peu tôt. Un amour un peu trop monotone pour Christine. À 20 ans, la jeune femme se laisserait volontiers tenter par d'autres expériences qui pimenteraient sa vie. Mademoiselle Mathieu a déjà démarché
de son initiative, certains clients de l'hôtel, notamment en remettant son numéro de téléphone portable à des clients, ou en chattant par le biais de son téléphone portable, des hommes pour avoir des relations sexuelles. C'est au dossier, ça existe. Et pour David, ce n'était qu'un petit jeu de séduction. Sa compagne, en fait, ne l'aurait pas trompé. Mais par contre, il entend très bien qu'elle ait pu jouer, c'est-à-dire avoir des jeux avec les SMS, tout ça. Ça, ce n'est pas... Pour lui, ça ne remet pas en cause le sérieux de leur relation. En tout cas, l'enquête a permis d'établir qu'elle était manifestement jamais passée à l'acte. Pour David, et il le dira toujours, Christine est fidèle. Christine est fidèle et elle ne peut pas le tromper. Ça, pour lui, c'est un fait qui est acquis. Pourtant, l'autopsie va briser cette certitude, car Christine Mathieu, le matin même de sa disparition, a bien eu une relation sexuelle. On arrive en réalité à une découverte assez étonnante au bout de 2 mois d'enquête, c'est que mademoiselle Mathieu a eu un rapport sexuel avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, et qui n'est pas le petit ami de mademoiselle Mathieu. Pour la défense, cette liaison avec un inconnu à Luxeuil pourrait constituer un mobile criminel pour David. On sait qu'il est impulsif, on sait qu'il s'est déjà montré violent, on sait qu'il est jaloux, on sait qu'il est possessif. On sait très bien qu'un des premiers mobiles dans le crime, c'est le mobile passionnel. Et donc il a vraiment un mobile possible pour. Un compagnon jaloux d'une liaison clandestine, c'est une hypothèse. Selon moi, en février, début mars 2009, on n'est pas très loin d'un placement en garde à vue du compagnon de mademoiselle Mathieu. Puis la garde à vue, c'est pas anodin. Il pouvait se passer des choses. Mais on abandonne totalement cette piste. Car la localisation du téléphone de David, à l'heure présumée du crime, le blanchit complètement. David et Christine, ils ne sont pas au même endroit, au même moment. La communication de 8h25, elle a bien été passée par Christine, du lieu où on va découvrir son corps. Mais par contre, David n'était pas là à ce moment-là. Et les vérifications téléphoniques le confirment. Conclusion, David est innocenté par son portable. Ce n'est pas lui, parce que toutes les vérifications vont être faites. Toutes les vérifications qui sont susceptibles d'être faites vont être menées par la gendarmerie. Tout va être vérifié, j'insiste. Les comptes bancaires, les mouvements, les téléphones, la maison. David, ce n'est pas le meurtrier de Christine. Mais alors, qui a tué Christine Mathieu ? Comment les enquêteurs sont-ils remontés à Yonis Mérizac ? Quel est le profil de cet ancien chauffeur de car ? Et surtout, où sont les preuves ? C'est l'autopsie qui va relancer l'enquête, car pendant l'examen, le légiste a isolé un ADN masculin, preuve scientifique d'un rapport sexuel. L'empreinte génétique d'un homme qui se retrouve également sous les ongles de la main gauche de Christine. Conclusion des gendarmes ? Pour les enquêteurs, si elle a eu un rapport sexuel en quittant son travail entre 6h30 et 8h30 du matin, c'est qu'elle a été violée. Et si elle a été violée, c'est le violeur qui l'a tuée. C'est la logique des enquêteurs. Et donc, ils vont attendre tout simplement que cet ADN parle. Alors pour faire parler l'ADN mystère, on le compare avec le million de personnes qui figurent dans le fichier national des empreintes génétiques. En vain, 271 personnes impliquées de près ou de loin dans l'affaire sont prélevées. Cette affaire est un séisme à Luxeuil. Donc l'affaire sort, c'est très médiatique, tout le monde en parle, Luxeuil est tout petit, 6-7 000 habitants, on va prélever l'ADN de plus de centaines et centaines et centaines de personnes, on va faire des centaines d'auditions, on n'a aucune piste. Mais au bout de 2 ans, enfin, on obtient une identité.
L'ADN est effectivement inconnu en 2009 lorsqu'il y a les premières comparaisons et c'est qu'en 2011 qu'on va pouvoir mettre un nom sur cet ADN parce qu'entre-temps, Younis Merisiak va être interpellé dans le cadre de ce qui est au départ une simple procédure de vol de téléphone portable, mais maintenant on prélève l'ADN ne serait-ce que pour un vol et effectivement cet ADN va être rentré au fichier et le fichier va parler en disant que c'est le même ADN qui a été découvert concernant le meurtre de Christine Mathieu. C'est un rebondissement inespéré pour les gendarmes, car le nom de l'individu leur est totalement inconnu depuis le début de l'enquête. Immédiatement, ils cherchent à savoir qui est cet homme de 33 ans. Il ne fait pas partie de l'environnement de Christine Mathieu, ni de David Didlot, c'est pas un ami, mais c'est quelqu'un de la région, de la ville, qui a une petite amie, qui manifestement est connue parce qu'il fréquente les boîtes de nuit, les cafés, donc c'est quelqu'un dont on finit par avoir quand même un certain nombre de renseignements. Ils vont faire une multitude d'auditions, très très nombreuses, et là, beaucoup de gens, qui jusqu'à présent n'avaient jamais rien eu à dire sur Younis Merisiak, vont se mettre à parler de Younis Merisiak. L'homme décrit lors de ses témoignages n'apparaît pas vraiment sympathique. C'est un individu à l'humeur changeante, capable de devenir en un instant très menaçant. Le 24 mai 2011, le suspect numéro 1 est interpellé à son domicile dans une rue commerçante de Luxeuil, à 10h du matin précisément. C'est une opération d'envergure. C'est quand même pas commun, puisque d'habitude les interpellations sont quand même en général à 6h du matin, quand il n'y a pas trop de monde. Là, pas du tout. On attend vraiment d'être en plein jour, au vu et su de tous. On défonce la porte de l'appartement de Younis Merisiak au bélier. Il n'y a pas de sommation, ouvrez la porte gendarmerie, pas de convocation. Et il est arrêté au vu et su de tout Luxeuil en pleine matinée. Mais dans des conditions impressionnantes. C'est-à-dire que vraiment, on a arrêté quelqu'un de très dangereux quand on voit ça de l'extérieur. Et d'ailleurs, une de ses petites amies, ex-petites amies, le dira, c'était vraiment très, très, très impressionnant. J'étais dans la rue et j'ai vu toute cette agitation, barrer les rues, gilet pare-balles, une vingtaine de policiers pour aller le chercher, comme si c'était le monstre de Luxeuil. Et donc tout le monde dans la ville va connaître ces circonstances de l'interpellation et cela va alimenter les rumeurs sur le fait qu'on a arrêté le meurtrier de Christine Mathieu alors qu'il bénéficie, et ce encore aujourd'hui, de la présomption d'innocence. Lors de cette opération, les gendarmes espèrent dénicher des armes qui pourraient prouver que Younis Merisiak aurait contraint Christine Mathieu à le suivre dans le bois où elle a été tuée à main nue. Plusieurs témoins n'ont-ils pas raconté aux gendarmes que Younis Merisiak exhibait volontiers des armes à feu? Les enquêteurs s'attendent donc à retrouver un arsenal chez lui, mais il n'y a rien. Je n'ai jamais vu d'armes chez Younis Merisiak, j'ai jamais vu d'armes, non. Je ne l'ai jamais vu avec un pistolet ou quoi que ce soit, non. Son appartement est fouillé et examiné de fond en comble, mais là encore, c'est la déconvenue pour les enquêteurs. La perquisition ne fournit aucun élément significatif. Alors, lors de la perquisition dans l'appartement de Younis Merisiak, on ne va rien retrouver qui va pouvoir lier Younis Merisiak à Christine Mathieu, et en tout cas dans le cadre d'un crime qui aurait pu être commis. Cela fait 2 ans que le crime a été commis. Les enquêteurs imaginent que Younis Merisiak a pu se débarrasser de choses compromettantes. Le seul lien entre Christine Mathieu et Younis Merisiak, l'ADN, preuve incontestable d'un rapport sexuel avant le crime. À la cour d'assises de Colmar, les avocats de Younis Merisiak savent parfaitement que tout va se jouer sur cet élément crucial. C'est donc à voix basse que les défenseurs parlent avec leurs clients de ce qu'ils doivent dire et répéter face aux jurés afin de les convaincre. Pour l'accusé, l'ADN est un problème, bien sûr. En garde à vue, il a nié connaître Christine Mathieu. Ce n'est que lorsqu'on lui a appris l'existence de son ADN sur la victime qu'il a admis la connaître.
Dès qu'il est déféré devant le juge d'instruction, il va expliquer la réalité de ce matin-là, à savoir qu'il l'a rencontré. Après la rencontre, Younis Mérizak assure qu'il a invité chez lui Christine Mathieu, croisée quelques jours plus tôt à Luxeuil. Dans l'appartement de Mérizak, le couple aurait eu une relation sexuelle consentie. Au bout d'une demi-heure, la jeune femme, attendue bien sûr par son petit copain, aurait pris une douche et puis elle serait partie. Il lui a dit ciao et qu'ils ne se sont plus vus, mais qu'il a laissé parfaitement en vie ce matin-là. Lui dit tout simplement que vers 8 h, elle a demandé à ce qu'il la ramène sur le parking où devait la rechercher son petit ami, qu'il l'a déposée sur le parking près de la résidence de sa belle-mère et qu'il est parti, vers 8 h. C'est donc sur ce parking que tout se serait terminé vers 8 h. Younis Mérizak affirme n'être plus avec Christine Mathieu au moment du crime, fixé, je vous le rappelle, vers 8 h 30. Elle l'aurait quitté avant de rencontrer le tueur. Pour les proches de Christine, cette version d'une rencontre imprévue avec un inconnu, une rencontre qui se termine dans un lit, eh bien tout cela est totalement absurde. Donc personnellement, je la vois mal monter dans une maison de son plein gré pour aller faire l'amour. Pourtant, dans le dossier, il est démontré que la réceptionniste fréquentait des sites de rencontres sur Internet. Il est démontré aussi qu'elle s'intéressait aux clients de l'hôtel. L'officier de police judiciaire qui a enquêté sur son environnement a parfaitement démontré qu'il était tout à fait possible qu'elle ait eu envie d'une relation totalement passagère, comme beaucoup de jeunes femmes de 20 ans puissent en avoir envie. Devant le juge d'instruction, Younis Mérizak, lui, n'hésite pas à se présenter comme un homme à femme. C'est un beau garçon, hein, c'est un bel homme, il est séducteur, et puis il est très intéressant parce qu'il a une culture générale énorme. Il a de la discussion, il plaît aux femmes. Alors pourquoi M. Mérizak n'aurait pas pu séduire cette femme? Pourquoi? Mais si c'est vrai, pourquoi l'accusé a-t-il dissimulé cette brève aventure pendant tout de même 2 ans? À la cour d'assises, les proches de Christine ne croient pas du tout à la version de l'ancien chauffeur de car. Si Younis Mérizak a caché cette relation, c'est donc bien qu'il est le meurtrier. C'est une interprétation qui agace beaucoup l'autre camp. Pour eux, le silence de l'accusé s'explique, car adolescent, il a déjà eu maille à partir avec la justice. Il a peur parce qu'il a déjà eu affaire avec la justice, il a déjà eu affaire aux gendarmes. Il a peur d'être immédiatement soupçonné. Il n'a pas tort. Il a tellement raison d'ailleurs que dès qu'on va savoir que c'est lui, il va être immédiatement soupçonné du meurtre de mademoiselle Mathieu. La défense de l'accusé qui estime de son côté le dossier d'accusation complètement vide. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a contre Younis Mérizak? Il y a le fait qu'il ait eu un rapport avec cette jeune femme le jour où elle est décédée. Le fait qu'il était bien à Luxeuil cette nuit-là. Le fait qu'il l'a bien rencontrée ce matin-là, puisqu'il l'a reconnue. Et en dehors de ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de téléphonie. Il n'y a pas de géolocalisation de Younis Mérizak sur les lieux du crime. Donc moi je trouve qu'à part nous dire il est le dernier à l'avoir vu vivant, ce qui n'est même pas certain, ce qui n'est qu'une affirmation et un postulat. Pour l'avocat, on peut imaginer un tout autre scénario. Younis raccompagne Christine sur le parking, puis il repart. David les aperçoit, il réalise que sa compagne le trompe, il y a une dispute qui dégénère. La défense en est persuadée, dans cette affaire, il y a autant de charges contre leur client que contre le compagnon de Christine. Il y en a autant, ni plus ni moins, à peu près autant. Si on mettait les deux dans la balance, il y en a autant. Sauf que l'institution judiciaire a désigné Younis Mérizak comme le coupable potentiel, et pas un autre. À présent, comment David, simple témoin, va-t-il se défendre devant les assises? Il n'a rien à craindre. Au moment du meurtre, son portable le localise, je vous le rappelle, très loin de la scène du crime.
Seulement voilà, le jour J, il n'est pas là. David, il n'était pas absent. Il avait des difficultés de se rendre devant la cour d'appel de Colmar, ça c'est vrai, d'énormes difficultés. Il est sans emploi actuellement, il est dans une panade monstre financière. Il n'a pas pu être physiquement présent en tant que partie civile, mais David, il a pensé, il pensait à l'appel. Les jurés ne voient donc pas physiquement David à la barre. Le témoin dépose à distance, en visioconférence, loin de l'ambiance très pesante de la cour d'assises. C'est un dispositif légal, mais surprenant. Le compagnon de Mademoiselle Mathieu aurait dû être présent à la barre. C'est-à-dire que ce type qui pouvait craquer à n'importe quel moment n'est pas mis dans un contexte dans lequel il est possible de l'atteindre. Derrière un écran, David s'explique. Sa déposition se résume en une seule phrase. « Je n'aurais pas tué la femme de ma vie ». Là, on a envie d'hurler, quoi. Il vous dit, il n'a pas pu la tuer parce qu'elle l'aimait trop. Il l'aimait trop. C'est le premier mobile de meurtre. C'est le premier mobile de meurtre. C'est à hurler. Mais ça passe. C'est un échec pour la défense. Elle n'est pas parvenue à déstabiliser le compagnon de Christine. Alors, au final, qu'en penseront les jurés? Lorsque j'ai fini le contre-interrogatoire de Woldy, que je sors de la salle d'audience à Colmar, j'ai un certain nombre de personnes, y compris de l'escorte de police, des gens habitués au procès de cour d'assises, qui sont venus me voir en me disant « L'accusé n'est pas à sa place dans le box des accusés, c'est celui qui vient de parler là qui devrait y être. » J'ai beaucoup de gens dans la salle persuadés que le véritable coupable, c'est le compagnon de Mademoiselle Mathieu. Alors quel sera le verdict? Qui croire? L'accusé ou le compagnon de Christine? Le choix est très difficile, d'autant plus qu'un témoignage va tout remettre en perspective. Un témoignage sur l'heure à laquelle a été tuée Christine Mathieu. Manifestement, sans qu'on ait de certitude absolue, mais selon toute vraisemblance, elle est morte dans les quelques minutes qui ont suivi son dernier appel. Or, à 8h30, heure à laquelle le meurtre aurait été commis, David était chez lui à 8 km des lieux du crime. L'analyse de son portable est formelle. Reste qu'à la barre, l'expert n'est plus vraiment aussi précis. Le corps était gelé, il faisait froid, moins 3 degrés. Christine, donc, a pu être tuée un petit peu plus tard, éventuellement autour de 9h. Mais où est David à ce moment-là? Quand je demande à l'expert où est M. Woldy à 9h, il n'est pas capable de me répondre, en termes de géolocalisation. Il peut me dire où est Mademoiselle Mathieu. Mais il ne peut pas me dire où est M. Woldy, et il ne peut pas me dire où est M. Mériziac. Alors pourquoi ce serait M. Mériziac, forcément, qui serait avec Mademoiselle Mathieu? Il existerait pourtant un point qui pourrait permettre de départager les deux hommes, déterminer s'il y a eu viol ou pas. Pour la famille, aucun doute. Nous, on a pensé qu'elle avait été enlevée, violée et tuée. Honnêtement, voilà ce qu'on a... Et on le pense toujours. Pourtant, rien ne prouve que Eunice Mérizac aurait violé Christine Mathieu. Il n'y a pas de traces de défense ou de lésion. Aucune lésion évocatrice de l'action d'un tiers, pas d'échymose, d'empoignade. Ce n'est absolument pas un signe, le fait qu'on n'ait pas trouvé de traces, pour moi, ça ne veut strictement rien dire. Quant à l'expertise toxicologique, elle précise que la victime n'était pas droguée. Devant la cour d'assises, rien ne permet donc de parler d'agression sexuelle. En réalité, s'il n'est pas poursuivi pour viol, c'est parce qu'il n'y a pas viol. Les constatations médico-légales sur Christine Mathieu sont sans appel. Il n'y a aucune trace de violence, et notamment de violence sexuelle. Alors on a beau vous dire qu'un viol peut ne pas laisser de traces, en l'espèce, compte tenu de la nature des pénétrations sexuelles, il est évident que s'il y avait eu un viol, il y aurait eu des constatations médico-légales qui auraient permis de le constater, ce qui n'est absolument pas le cas.
Reste une seconde empreinte génétique, la preuve massue de l'accusation. C'est une autre trace ADN de Eunice Mérizac, retrouvée sur Christine Mathieu. On a retrouvé des cheveux, ses cheveux à elle, sous sa main gauche, avec de l'ADN de Eunice Mérizac. On imagine tout à fait ce qui a pu se passer. Vous avez une main, ici. Vous faites comment pour enlever cette main qui vous met la tête dans la boue? Vous faites comment? Vous vous aidez d'une autre main. On retrouve un cheveu de Christine. L'ADN retrouvé sous les ongles, est-ce la preuve absolue pour désigner l'accusé? La défense n'y croit pas du tout. Venir dire ça provient forcément d'un geste de défense, c'est mensonger. C'est mensonger. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de peau, de bout de peau qui aurait été arraché. Il n'y a rien de tout ça. C'est des cellules d'ADN que vous pourriez laisser en faisant ça sur ce fauteuil. Voilà, sans aucune force, sans plus que glisser la main dessus. De fait, cet ADN peut aussi être considéré comme la preuve d'un rapport sexuel, et pas forcément d'une agression. C'est simplement des cellules que l'on aurait pu sans doute retrouver aussi sous l'autre main. Simplement, elle avait pris une brève douche et donc elle a pu se laver un peu mieux une main que l'autre. Faute d'éléments scientifiques indiscutables, la cour d'assises entend une douzaine de témoins qui dessinent le portrait d'un ex-chauffeur de bus à la dérive. Après, c'est un déferlement de déposition à charge contre Eunice Mérizac. Plusieurs personnes vont soi-disant se rappeler d'un incident avec Eunice Mérizac et qui vont réélaborer après en se disant que finalement c'était quelqu'un de bizarre, puis finalement que c'était quelqu'un qui faisait peur et en définitive que c'est peut-être un tueur, puis finalement que c'est un tueur. Mais en 2009, personne ne signale Eunice Mérizac comme quelqu'un qui pourrait potentiellement avoir été violent avec quiconque. Les témoins décrivent un double visage. Un garçon super gentil, mais capable cependant de gifler des filles ou bien de se battre avec un voisin sans aucune raison. Un employé modèle, susceptible aussi de péter les plombs, ce que sa dernière compagne dément. Pendant l'année que j'ai vécu avec, à aucun moment il est passé de violent à pas violent, comme on a pu le décrire certains témoignages que je vais dire bidon. Quand ça n'allait pas, il me disait « bon, je vais boire un café, on se calme, et voilà ». Et c'était fini. Alors, qui croire? Et ce n'est pas l'expert psychiatre qui va éclairer la cour d'assises, car il a rendu en fait 2 rapports totalement opposés sur la personnalité de l'accusé. Vous avez quand même un expert psychiatre qui, sur une première expertise, après avoir rencontré Eunice Mérizac, vient vous dire qu'il n'y a aucune difficulté avec ce garçon, que c'est quelqu'un de tout à fait normal, ordinaire, lambda, qui ne voit aucune difficulté. La justice insatisfaite, semble-t-il, de ses premières conclusions, a alors demandé à l'expert de revoir sa copie, et là... vient ressortir un nouveau rapport d'expertise en disant « attention, pervers narcissique, personnalité très dangereuse, personnalité imprévisible, très fort potentiel criminalistique. » Selon l'expert, donc, l'accusé est capable de tuer. Il est capable de tuer dans une situation de frustration, par exemple, ou bien de pulsion sexuelle. Mais Eunice Mérizac était-il dans ce cas de figure, alors que rien, absolument rien dans le dossier, ne prouve la réalité d'un viol? Et donc, pourquoi aurait-il tué? Mais pourquoi voulez-vous qu'il y ait absolument un mobile? Ça, c'est incroyable. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un mobile avec Mérizac? Il a réussi à tromper l'expert. Il a fallu une deuxième expertise. Une deuxième expertise. Pour définir précisément le profil de cet individu qui manipule tout le monde. Vous pensez franchement qu'il a besoin d'un mobile pour aller tuer quelqu'un? Il n'a pas besoin.
On nous fait croire que Younis Mériziac n'a pas besoin de mobile pour tuer quelqu'un, que sa personnalité permet de supposer qu'il puisse changer d'un seul coup et passer d'une personne agréable à un fou dangereux qui tue sans aucune raison, ce qui est absolument aberrant. Des témoignages contradictoires donc, un viol jamais démontré, des expertises qui tâtonnent. Les proches de l'accusé sont donc confiants. Je pense qu'il va être acquitté. Elle n'a rien fait. Il y a toujours une justice, tôt ou tard. Hein. Voilà, on espère qu'elle sortira par la grande porte. La famille Mérizac affiche son espérance. Reste à entendre une certaine Farida, une femme dont le visage est dissimulé sous un foulard et des lunettes de soleil. C'est un témoin qui a accusé Younis Mérizac de lui avoir volé son téléphone. Une jeune femme qui a déposé plainte pour vol de son téléphone portable, qui, entendue après l'arrestation de Younis Mériziac, va venir dire aux enquêteurs: je ne vous ai pas tout dit, j'avais déposé plainte pour vol, mais je vais vous dire, le jour où Younis Mériziac a volé mon téléphone portable, avec violence, en plus, il m'a violé. Voilà ce qu'a déclaré Farida aux enquêteurs. Des propos répétés devant la cour d'assises. Cette personne m'a fait penser au diable. Il m'a fait très peur. Je pense qu'il est capable de tuer une personne par rapport à ce que j'ai subi. Elle a fait une déposition assez accablante puisqu'elle a relaté la façon dont ça s'était passé et elle donnait vraiment l'impression de raconter une scène extrêmement éprouvante et traumatisante. C'est une déposition choc. Chacun y voit des similitudes. Farida aurait donc frôlé la mort alors que Christine Mathieu, elle, aurait été tuée. Et là, c'est le jackpot pour les enquêteurs qui disent « voilà ». On a le scénario de la mort de Mademoiselle Mathieu. Il a fait la même chose avec Mademoiselle Mathieu. Et ça a mal tourné, et il l'a tuée. L'audition est terrible. Elle assomme la défense. Les avocats ne peuvent même pas contester la crédibilité de Farida, car son dossier est toujours à l'instruction à Besançon. On ne peut pas en parler publiquement. Piège total dans lequel il est quasiment impossible de se défendre, puisque d'un côté on parle d'un dossier couvert par le secret de l'instruction, donc on n'a pas le droit d'en parler. Et d'un autre côté, on sait que ce dossier alimente complètement l'accusation, puisque l'accusation s'en sert pour dire, mais voyez, puisque ce dossier existe et puisqu'il aurait commis des faits qu'on lui reproche alors qu'il est présumé innocent, eh bien il a pu commettre les mêmes faits sur Mademoiselle Mathieu. Donc c'est assez exceptionnel en matière judiciaire, je n'ai jamais eu le cas qui s'est présenté, mais on est vraiment pris en otage par un dossier dont personne ne peut parler et dont tout le monde pense qu'il est coupable alors qu'il est présumé innocent. Après 4 heures de délibération, le verdict tombe. Younis Mérizac est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, dont 13 années de sûreté. On savait que ça pouvait se finir comme ça. On savait que ça pouvait... De toute façon, je m'en doutais. On savait qu'on... Et on savait qu'on pouvait partir avec 30 ans, Younis. Voilà, c'est ce qui était écrit en première instance. D'accord. Donc voilà, c'est comme ça, on continue à se battre. Ok. Au revoir, monsieur. Younis Mérizac a été sanctionné encore plus sévèrement qu'au premier procès, où il avait écopé de 18 ans de réclusion criminelle. Un dernier regard vers ses proches et l'accusé rejoint sa cellule. Il ne pourra envisager une libération conditionnelle qu'au bout de 13 années. La famille Mathieu, elle, a effacé ses doutes. La justice a désigné le coupable de la mort de Christine. Il n'empêche. Ça ne mordra pas ma sœur. Mais après, on sait que pendant 13 ans, il sera à l'abri. Il n'ira pas faire ça sur notre jeune fille. Mais ça ne me rendra pas ma sœur, d'une manière ou d'une autre. Les proches de Mérizac, qui croyaient jusqu'au bout à l'acquittement, sont très en colère. Il n'y a pas de justice. Il n'y a rien. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. La justice française, elle est... Il n'y en a pas. Il y a un innocent qui... Ça fait 4 ans qu'il est en prison pour rien.
Le véritable coupable, on sait très bien qui c'est. Il se promène dans la nature, il n'y a rien, il n'y a pas de mobile, il n'y a pas de preuve. J'arrive même pas à pleurer, je me sens un peu le vide. C'est un homme. Bon, il a ses défauts, ses qualités, mais on ne peut pas se baser là-dessus pour... C'est un crime qui s'est passé. Un meurtre passionnel. Younes, non, il n'a pas pu faire ça. C'est pas possible. Effondrés, les proches de l'accusé quittent le palais de justice. Tout comme la famille de Christine, qui pleure encore et toujours la disparue. Younis Mérizak continue de clamer son innocence. Ses avocats étudient un motif de cassation pour obtenir un 3e procès.